Et un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission. Vous le savez, tous les mois on se retrouve pour parler séries, films, télé et évoquer les plus belles images et les plus beaux sons. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission, eh bien, toute l'actualité SVOD du moment et avec entre autres cette actu forte Apple TV+ qui arrive sur Canal sans supplément de prix. On en parlera avec Pascal Chevalier mais aussi avec Guillaume Boutin. Le top 5 des séries du mois qui buzz le plus, c'est la particularité de Sens Critique. On fera le point sur les séries à ne pas rater. Et puis tiens, quelles seront les tendances TV de demain ? On en parlera avec notre invité, le patron de The Wit. Voilà, en matière de séries, de films, mais aussi de programmes de flux. On fera le point. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour l'Ultra Haute Émission sur la chaîne Tech & Co. Voilà, l'Ultra Haute Émission, comme chaque mois sur la chaîne Tech & Co, je vous le disais. Et merci de nous suivre en tout cas sur la chaîne YouTube de Tech & Co, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play. Vous le savez, cette émission, pendant tout ce mois, est multidiffusée sur la chaîne Tech & Co, avec évidemment la team de l'Ultra Haute Émission. Guillaume Boutin est là, salut Guillaume. Salut François. Cofondateur de Sens Critique, voilà, pour être au courant de toutes les séries qui buzzent, les films, les bouquins, la musique, etc. C'est sur Sens Critique. Et puis Pascal Chevalier est avec nous. Salut Pascal. Salut François. Fin connaisseur de tout ce qui touche à l'actualité de la SVOD et des contenus, consultant média, donc chez What's Hot Media. Et on commence tout de suite par l'actu SVOD de ce mois. Pascal, l'actualité avec ce coup de théâtre, ce joli coup signé Canal, qui intègre dans son offre et à tous les abonnés, d'un coup, d'un seul comme ça, le contenu d'Apple TV+. Sans supplément de prix. Super coup quand même. On va Énorme. en parler, on va prendre un peu le temps parce que vraiment on l'a pas vu arriver en plus ce truc-là. Enfin moi perso, Non, personne. c'est arrivé comme ça, comme une pochette sur l'autre. C'est une bonne nouvelle. Pour les abonnés, super bonne nouvelle. D'autant plus qu'il n'y a pas de supplément de prix. Donc tous les abonnés à Canal vont bénéficier d'Apple TV+. Alors on a vu les séries arrivent au fur et à mesure, mais ça permet d'enrichir de manière assez symbolique et surtout très qualitative l'offre de Canal, qui se positionne alors là pour le coup de plus en plus comme Oui, un agrégateur le en point de quelque passage, sorte. Ouais, voilà, c'est ça. le méta-agrégateur des offres à la demande, puisqu'aujourd'hui il distribue Paramount, Disney, Eurosport par ailleurs de manière exclusive, sachant qu'on peut s'abonner en OTT, mais quand on est abonné Canal, finalement, à travers MyCanal, on a l'ouverture sur l'ensemble de ces services-là, et évidemment Netflix, et donc ça met Canal dans une position extrêmement puissante. C'est un peu la galerie marchande de la SVOD finalement. Oui, Canal, c'est malin. Mais là, ils sont allés plus loin que d'habitude, parce que d'habitude, ils intègrent l'offre, donc tu as un bundle où tu prends ton abonnement, tu as un pack avec Netflix, Disney, etc. Donc tu as quand même un prix en face. Là, c'est vrai que c'est le catalogue qui arrive directement, c'est la première fois qu'ils font. C'est intégré complètement. Et je me suis laissé dire, mais peut-être Pascal, tu pourras confirmer que c'est la première fois dans le monde qu'Apple file ses programmes à une plateforme. Oui. Et pourquoi ? De ce que j'ai compris, c'est lié en fait notamment au problème du manque de développement des télés connectées en France. C'est qu'aujourd'hui, le réflexe des box pour les Français est tel que globalement, Apple, de ce que j'ai compris, je répète, a du mal en fait à implanter au-delà de l'Apple TV, qui reste au final quand même relativement marginal à l'échelle du marché. Donc là, ils ont été obligés de faire ce move en fait pour promouvoir leur Parce que la plupart d'entre nous avons une box télé. Alors Orange, SFR, et on regarde Canal à travers sa box télé, Netflix. Mais il n'y a pas Apple TV dans ces box. Non. Et donc, pour avoir Apple TV, il faut passer soit par une télé connectée, soit par un appareil Android ou un Apple TV, effectivement. Donc finalement, c'est compliqué, les gens ne le font pas et personne, ça évolue un tout petit peu, mais c'est encore, les usages sont très largement majoritaires. Et c'est pour ça qu'en s'associant à MyCanal, ils se retrouvent de facto sur les box, puisque effectivement MyCanal est sur les box,
mais aussi sur Apple TV. 6 millions de foyers, c'est ça, Canal il y a du bundle, donc c'est 4 millions d'abonnés natifs. Alors, c'est vrai qu'on est confronté à ce système français qui fait que ce qu'on appelle le boxless, c'est-à-dire on prend juste un abonnement Internet et on utilise sa télé connectée ou une box Android ou une Apple TV, est très peu développé en France. Et ça reste un marché européen extrêmement important. Et je pense qu'Apple a été très pragmatique en voyant les chiffres, non seulement des abonnés Apple TV+, qui doivent payer 6,99 €, avec un deuxième problème sous-jacent qui est extrêmement important dans la SVOD, c'est la régularité de la mise en ligne de programmes nouveaux, où on sait qu'Apple est très qualitatif, mais ils ne peuvent pas suivre le rythme des concurrents. Quelques dizaines de programmes, je crois une trentaine. Exactement. Et donc je pense qu'ils ont été confrontés à un phénomène aussi de désabonnement. Personnellement, c'est ce que je fais. Quand j'ai une série qui m'intéresse, tu t'abonnes. Je m'abonne, où j'attends que les épisodes aient été diffusés parce qu'ils font des diffusions hebdomadaires. Et quand j'arrive au 8e, je m'abonne et je me fais une séquence de rattrapage. On est d'accord que c'est étonnant parce que ça veut dire que tous les Français abonnés à Apple TV+ vont avoir envie en fait de se désabonner d'Apple TV+ pour prendre Canal. C'est d'accord. Pas le même prix. Non, mais c'est pas le même prix, mais d'accord, mais aujourd'hui ça commence à 19 €, je crois, Canal. Mais à mon avis, t'es à 6, tu te dis, voilà, pour 13 € de plus, je me retrouve avec Apple TV+, je me retrouve avec Canal, a quand même de beaux contenus, avec aussi cette fenêtre de la chronologie des médias qui font que quelques mois après, on a tous les films qui sont... Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même une offre premium. Mais Apple se tire aussi une balle dans le pied en proposant ces contenus gratuitement. Ça dépend. Moi, je ne sais pas quel est leur objectif à Apple. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'ils vont donner d'un coup, en quelques mois, une notoriété énorme qu'ils auraient probablement jamais pu acquérir en l'espace de 6 mois, où maintenant les programmes Apple vont être identifiés. Surtout qu'on le disait, les programmes Apple sont très quali. Nous, on le voit sur Sens Critique, notamment. C'est très quali, mais pas tous forcément qui cartonnent, quoi. C'est ça le truc. Non, mais parce que problème de diffusion. Les chiffres sont sortis il y a peu de temps. C'est 100 000 abonnés en France, Apple TV+, si je ne dis pas de bêtises. Donc globalement, c'est rien. Donc au final, tu peux faire les meilleurs programmes du monde si personne ne les regarde parce que tu n'as pas le canal de diffusion. Et là, c'est vrai que ça rentre bien dans l'offre Canal en plus, parce que le public de Canal est un public un petit peu plus exigeant que la moyenne. Et là, tu arrives avec des très très belles séries, notamment Severance, dont on a parlé ici, qui est par exemple sur Sens Critique la meilleure série de l'année en 2022, mais tu as aussi Ted Lasso, de Morning Show, etc., etc. Donc c'est un bon coup aussi pour Canal et qui va Enfin, moi je pense que c'est les intérêts des deux entités qui convergent, la volonté pour Apple quand même de gagner de la notoriété sur ses programmes et la volonté pour Canal de devenir définitivement l'agrégateur presque universel, on met Prime de côté évidemment, de l'offre streaming en France. Est-ce que c'est pas aussi... pour Apple, le fait de peut-être dans quelques mois ou quelques temps, de proposer aussi des offres payantes en plus, où là, ils pourraient gagner de l'argent. On sait qu'aux États-Unis, ils ont raflé, je crois, les droits du soccer, donc le foot européen, mais le championnat américain. MLS. On peut peut-être imaginer que demain, cette option arrive aussi sur MyCanal, en fait. Alors, et là, ils gagneraient de l'argent. Ce qu'on sait, c'est que Apple devrait bider, donc participer aux enchères de la première ligue anglaise de foot. Et voilà, est-ce qu'il ne ferait pas ça avec Apple ? Donc, est-ce que demain, je rappelle que le foot, 8 matchs sur 10 sont sur Amazon, pour le prochain appel d'offres. Tu parles de la Ligue 1, là ? De la Ligue 1, il peut y avoir des alliances. Et on sait bien que le sport, en général, devient un point stratégique pour les streamers. Oui, bien sûr. Parce et même pour Apple, parce qu'on le voit, ils ont investi beaucoup d'argent aux États-Unis notamment. Oui. Mais c'est dur, mais c'est toujours dur de lire quand même la stratégie d'Apple. Globalement, c'est... Et là, comme tu dis, je pense que tout le monde a été pris de court. Je pense. Toi, tu avais des... Non, il n'y avait pas de prémisse. Et puis bon... Non, mais il n'y a même pas eu de rumeurs ou de... Tu sais, en général, dans ces trucs-là, tu as toujours des on-dit. Là, zéro quand même. Ce qui est quand même assez... Après, Apple arrive à bien garder ses secrets. Je pense que il y a dû avoir des NDA qui ont dû être signés là. Bien sûr. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français et pour les abonnés de Canal qui se retrouvent avec ce contenu qui s'enrichit. Et puis, Apple, investit beaucoup d'argent. Je crois qu'ils vont investir 1 milliard cette année, rien que sur les films, parce qu'ils veulent... Ils produisent quand même 2 des plus gros, ce qu'on appelle les Smart Busters, donc les gros films auteurs. Le prochain Scorsese, The Flyer of the Killer Moon, avec Leonardo DiCaprio, produit par Apple, mais finalement sorti en salle en France par Paramount, qui sera présenté à Cannes au mois de mai.
Et quelques mois après, il sera sur Canal. Et le second, Napoléon. Le Napoléon de Ridley Scott, qui justement ne devait pas sortir en salle. Finalement, là aussi, va sortir en salle avec Paramount, mais produit par Apple. Donc là, on sent quand même cette année, il y a une année qui va être assez riche en contenu. C'est rigolo parce que ce film Apple sera diffusé en France quelques mois après sur Canal, finalement, puisque... C'est ça. Et diffusé dans le reste du monde, probablement en streaming, alors qu'en France, il sera disponible en salle. Et voilà. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il sera sur Canal 6-7 mois après. Mais sur les plateformes de SVOD, donc notamment Apple, par exemple, ça ne pourrait être que 15 mois. 17 mois pour Apple. 17 mois pour Apple qui n'a pas signé. Mais quand même, ce qui est assez fou, moi, je trouve, c'est on en a déjà parlé ici, mais l'évolution de Canal en 5 ans. Ou quand même, Canal, il y a 5 ans, c'était une marque qui était moribonde. Ils avaient tout foiré, on va dire. Enfin, leur techno n'était pas bonne, leur plateforme n'était pas bonne, leur offre était compliquée. Et là, aujourd'hui, ils sont au cœur du game. On voit même Netflix qui n'est pas en forme, Disney qui n'est pas très en forme, etc. On a quand même un petit champion français. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense que l'enjeu pour Canal, ils l'ont vite compris, c'est que maintenir le prix à 40 € pour un abonnement unique, pour une offre qui était quand même dépositionnée par rapport à la concurrence, fait qu'ils se sont, entre guillemets, assis sur l'ARPU, sur le revenu moyen par abonné. Ils se sont adaptés, en fait. Ils se sont adaptés, donc ils ont perdu en revenu moyen par abonné. Je rappelle qu'ils ont 3 millions d'abonnés, je crois, en France, en bundle avec les FAI. Donc ça veut dire qu'ils partagent la recette. Mais à côté de ça, ça leur donne la distribution, et c'est ce qui leur a permis d'intégrer les plateformes des streamers, parce qu'aujourd'hui, ils ont 7-8 millions de clients potentiels. Ils ont arrêté de produire quasiment tout leur flux. Ils font quasiment plus de flux aujourd'hui. Il y a très peu de choses. Donc là, tu vois qu'il y a une bascule de budget et même de positionnement. Au départ, c'était des vrais créateurs de contenu. Aujourd'hui, c'est une plateforme avec toujours de la création, mais beaucoup plus sur les fictions, notamment les créations originales, etc. Mais il y a eu c'est un joli pivot d'une grosse boîte comme ça, à son échelle. C'est un peu un cas d'école, je pense, d'école de commerce, en gros, si moi je devais résumer. Voilà, et tout ça grâce quand même à un homme, Maxime Sada, qui est le patron de Canal et qui arrive à faire de très jolis coups. Dans l'actualité aussi de la SVOD, c'est bien cette nouvelle marque qui s'appelle Max et qui arrive donc aux USA. Donc on va bientôt recevoir le faire-part de deuil pour HBO, où là la nouvelle HBO direction... Max. Oui, HBO Max, mais au global HBO, puisqu'en fait, quelque part, ils enterrent la marque HBO. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient qu'elle était trop élitiste et qu'aujourd'hui, en renommant le service Max, ça va leur permettre d'aller toucher beaucoup plus les familles. C'est pour ça aussi qu'ils intègrent le catalogue de Discovery. Et donc, ils vont se retrouver avec une offre Max qui doit se positionner face à Disney et à Netflix. Donc c'est un vrai repositionnement qui va démarrer aux États-Unis, qui démarre ce mois-ci, et qui devra ensuite se déployer ou pas dans le monde entier. À première vue, moi j'ai lu que 2024, et notamment la France, on vise la France fin 2024, non, je crois. Fin 2024, mais... Pourquoi ? Pour l'arrivée donc de Max. Pour l'arrivée de Max, qui aujourd'hui, je le rappelle aussi pour la France, est dans une situation particulière, puisqu'ils sont sur Amazon. Il y a un Pass Warner qui a été créé, pareil, de manière extrêmement rapide, le 31 décembre, fin du contrat avec OCS. Ensuite, quelques séries, on en a parlé aussi à plusieurs reprises, qui vont se balader à droite ou à gauche. Et puis d'un seul coup, avec The Last of Us, plus l'intégration du Pass Warner depuis fin mars, l'équivalent de HBO Max qui est disponible en France à travers le Pass Warner, dont on ne connaît d'ailleurs pas la durée de vie. Non, tant que probablement cela dit, c'est pas très gênant. Quand Max sera lancé, on retrouvera sans doute l'offre Max sur Amazon, comme aujourd'hui on a l'offre Warner. C'est simplement renaming, non ? Ouais, alors puis après il y aura un travail sur la marque probablement, mais ce qui est assez amusant, moi je trouve, c'est quand même le 3e changement de stratégie de Warner en 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, c'était à fond sur les plateformes, à fond sur HBO Max, limite on laisse de côté de la salle. 1 an après, on fait les comptes, ils sont catastrophiques. Le board est viré. D'ailleurs, je crois que le nouveau patron s'appelle Killer. Je crois que c'est son nom. Non, c'était l'ancien. Non, c'est l'ancien, ouais, c'est ça, pardon. Là, rechangement de strat. Là, on se dit, non, finalement, la salle, la plateforme, ça va pas, etc. Et on annule le lancement en France, d'ailleurs. Et là, la création du Pass Warner. Et là, rebelote, nouveau changement de strat. Finalement, ils vont pousser la marque avec Discovery. On voit à quel point, ces 2-3 dernières années... Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu la stratégie de Disney, finalement, qui de la même manière a changé de direction plusieurs fois ces dernières années à cause du Covid. C'est là où on voit le Covid. Le Covid, c'est vrai, on vit encore en fait les impacts du Covid. Et puis on en parle aussi à chaque fois ici, il y a aussi un impact
qu'on oublie quand on est spectateur ou abonné, c'est les pertes. C'est-à-dire que ce sont des services qui ont perdu des dizaines de milliards de dollars. Et donc aujourd'hui, on siffle un peu la fin de la récré en disant il faut rationaliser. Et d'ailleurs, les seuls qui produisent du résultat et des profits, c'est Netflix. Tous les autres sont déficitaires. Donc là, il y a urgence 2023-2024 à remettre les choses en ordre, mieux investir dans les contenus, rationaliser la distribution. Et c'est donc sûrement rapatrier et aussi probablement rapatrier tous les contenus. Pour rappel, Friends, qui est une série Warner iconique, elle est toujours sur Netflix. Alors, oui et non, puisque Disney a annoncé que justement, compte tenu du niveau des pertes, ils allaient probablement relicencier des séries, alors peut-être en fin d'exploitation ou du catalogue, les relicencier à d'autres plateformes. Pour gagner de l'argent. Parce que finalement, ça fait de l'argent facile. Donc on pourra peut-être se retrouver avec du fonds de catalogue Disney sur Netflix. Peut-être même pire que ça, avec du fonds de catalogue Pixar. Mais après, c'est des vrais montants. Si je ne dis pas de bêtises, Friends, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est $100 millions par an. C'était $100 millions par an. Pour un truc qui a été amorti, réamorti. The Office, mais qui marche toujours. Et bien sûr. The Office, pareil, qui est sorti de Netflix pour rentrer chez Universal. Et donc, c'est des centaines de millions de dollars. Et ça, c'est de l'argent facile pour les studios, parce que c'est du catalogue qu'on remet à disposition des concurrents. On parlait de Netflix, justement. Là aussi, la fin d'une époque pour Netflix qui est en train de revoir sa manière de réinvestir dans la production. Aussi, alors avec une première grande nouvelle qui est fin septembre, alors nous on ne l'a pas vécu en Europe et en particulier en France, mais la fin du DVD. Donc Netflix arrête d'avoir des abonnés DVD le 29 septembre 2023, donc c'est quand même ce qui leur a permis d'exister. Ce qui a permis à Ted Sarandos, qui était petit commercial, vendeur de DVD, de devenir le co-CEO de la boîte. Oui, c'était de la location de DVD par correspondance. C'était de la location de DVD par la poste. C'était le début de l'histoire de Netflix. Et on switchait des enveloppes, donc c'était c'était assez intéressant. Donc ça, c'est la fin d'une époque. Oui, c'est un symbole. Bon, à symbolique. mon avis, ils ne doivent plus en louer beaucoup. Si, DVD. Ils avaient encore... Ah ouais ? Oui, ils faisaient encore quelques centaines de millions de dollars aux États-Unis. Mais comparé au... Ah ben non, mais comparé au reste. Oui. 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je crois qu'ils faisaient 500 millions de dollars, un truc comme ça. Ouais, c'était 2%. Quoi. Et puis surtout, le gros truc où on attend Netflix, et qui justifie d'ailleurs l'évolution sur les choix de production, etc., bien qu'ils aient dit qu'ils allaient toujours investir 17 milliards de dollars en 2023. C'est-à-dire que l'enveloppe ne change pas. L'enveloppe ne change pas. Les contenus, le type d'investissement change. Ils vont aussi rationaliser, faire attention et être peut-être un peu plus... Ça veut dire quoi, faire attention ? Moi, de ce que je vois, c'est qu'ils vont beaucoup plus miser sur les IP. On en parlera tout à l'heure probablement avec notre invité, mais c'est-à-dire les licences fortes. C'est-à-dire qu'ils testent des séries aujourd'hui. Alors, soit ils ont déjà une licence, c'est super, typiquement d'Erlan Coben, des choses comme ça. Soit ils partent from scratch, typiquement Emily in Paris. Et là, quand ça marche après, ils mettent les watts en prod, en com, etc. Ils poussent. Et celles qui ne marchent pas, ils les dégagent tout de suite. Et on voit la même chose sur le cinéma d'auteur. C'est-à-dire là, depuis quelques années, Netflix a produit beaucoup de films d'auteur. Ça a commencé par Scorsese, Cuarón, Jane Campion, etc. Ouais, en gros, voilà, c'est ça. Et ils donnaient carte blanche à ces réalisateurs, qui étaient des réalisateurs ou des réalisatrices hyper renommés. Les chiffres n'ont pas été là. Et là, maintenant, ils se disent, OK, bon, les festivals, c'est super. Les récompenses, on n'aura peut-être jamais notre Oscar, parce qu'à la base, ils voulaient un Oscar qui était pour gagner symbole. Un petit peu, pour avoir le symbole. C'est Apple qui l'a eu avec Coda, d'ailleurs. Ils l'auront un jour, sans doute. Ouais, mais en tout cas, là, sur la visibilité qu'on a sur leur line-up, un line-up plus rassurant pour des investisseurs, je dirais, si je devais caricaturer. Avec des IP, des programmes plus faciles et surtout assez grands. Et je crois qu'ils veulent arrêter un peu le saupoudrage, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment, enfin, quand ils se lancent, c'est ce que tu disais, mettre beaucoup d'argent dans une licence ou dans un programme et arrêter d'avoir, parce qu'il y a des périodes où on a tous les jours des nouveaux contenus sur Netflix. Oui, mais après, ils ont besoin... Est-ce que c'est pas trop oui, mais ils ont toujours besoin d'avoir cette multitude de contenus parce que c'est de là où émergent, sans qu'on sache vraiment comment, des nouvelles IP. Oui. L'exemple de Casa de Papel, l'exemple de Squid Games, c'est des programmes qu'on a vu arriver de nulle part, mais qui deviennent... Et là, Netflix a tout à gagner, puisque c'est leurs propres IP, les ont créés eux-mêmes, donc ils peuvent capitaliser sur ces marques. Mais ils ont toujours besoin quand même d'avoir ces productions et de voir à un moment, ou même Lupin en France typiquement, qui a été une énorme surprise internationale, de voir à un moment un truc qui émerge, et là ils disent OK, on met les watts dessus. Donc ils ont quand même toujours besoin de balayer quand même un certain champ de création. Pascal, on a tout dit là-dessus. Ouais, alors soupe à la grimace quand même, on va arrêter de partager nos comptes.
Donc ça arrive normalement dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date, mais pour le coup, ils déploient c'est chaud, ça aussi. l'interdiction du partage de comptes avec des tarifications. Donc on commençait en Espagne, au Portugal, etc. Ça peut aller jusqu'à 7 €, pour autoriser quelqu'un extérieur au foyer à partager son compte. Alors on sait qu'il y a eu des bugs, mais Netflix ne communique pas sur ce sujet-là. Donc ça va quand même un peu redistribuer les cartes. Tu verras les chiffres en fin d'année parce que ça aura très probablement un impact. Alors oui, il y aura il l'anticipe déjà. Il pense qu'il y aura effectivement un impact. Maintenant, est-ce que ça va être un impact indolore ou est-ce que ça va être une vraie crise ? On rappelle que Netflix a déjà traversé quelques crises dans son histoire avec des plongeons du cours de bourse quand la décision ne plaisait pas au public et donc aux investisseurs. Mais en tout état de cause, je pense que d'ici l'été, tous les gens à qui on a filé nos codes vont se faire rattraper par la patrouille. Netflix mise sur le fait que ces gens-là, en recevant ce message d'alerte, s'abonneront et donc ça fera plus d'abonnés. Oui. À voir. Avec des conséquences d'impopularité grandes. Oui. Parce que ça va avoir des conséquences négatives aussi. Il y a plein de gens qui vont dire, puisque c'est comme ça, je me désabonne. C'est pour ça que voilà, il marche sur des œufs. Au-delà des prévisions, il faudra faire un petit bilan en fin d'année. C'est clair. Tiens, tu voulais nous parler d'un nouveau service de SVOD. Ouais, parce que le mois dernier, on a parlé d'un service qui fermait. Mais non, mais on a parlé, super, tant mieux. On a parlé de Salto qui fermait, et là, une initiative qui a été menée par la Polynésie française, donc par Tahiti, qui ouvre son service de VOD sur l'ensemble de ses archives. Et compte tenu aussi du potentiel de ce type d'offre, ils ont été assez malins et pas très ambitieux du point de vue de la tarification, puisqu'ils ont décidé de le proposer gratuitement, c'est-à-dire de faire partager auprès de toute la population polynésienne l'ensemble des archives. Je rappelle qu'ils sont au bout du monde, donc forcément, il y a aussi un très très fort attachement à leur audiovisuel, et je trouvais l'initiative intéressante parce qu'on n'a pas non plus tant de nouveaux services qui arrivent aujourd'hui sur nos offres francophones. Et évidemment, d'après les infos que j'ai eues, il y a déjà quelques milliers de personnes qui se sont inscrites et qui donc revisitent finalement leur histoire, leur patrimoine. On y a accès, nous, depuis la France ? Oui, on y a accès, tout à fait. Donc c'est des paysans aussi. Oui, c'est www.tahiti-vod.pf, donc qui est l'URL de la Polynésie française. Très bien, merci beaucoup mon cher Pascal. Tu restes avec nous puisque c'est au tour de Guillaume maintenant de nous faire rêver avec le top 5 des séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique. Vous restez là bien sûr. Alors, est-ce qu'on est dans un bon mois de bonnes séries qui buzzent sur Sens Critique, Guillaume Boutin ? Oui, c'est une bonne cuvée en termes d'appréciation, on va dire. Les séries qui marchent ce mois-ci sont des bonnes séries globalement. Alors, on va commencer. C'est assez éclectique. En plus, ben voilà, on va en découvrir quelques-unes. Et on commence par Acharné. Oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure. Acharné, c'est un peu l'archétype de la série que personne n'avait vu spécialement venir. Créateur un petit peu connu, l'acteur aussi, mais assez peu connu. Et globalement, alors ça part d'un pitch assez étonnant où globalement comment votre vie peut basculer suite à un petit incident. Et donc en gros on suit en fait Danny qui est un petit entrepreneur qui est un peu au bord de la faillite, qui galère, qui est un peu au bout de sa vie, qui va manquer de percuter une jeune femme qui s'appelle Amy, qui a une très jolie voiture, qui elle à l'inverse hyper successful, elle est en train de vendre sa boîte, etc. Et alors en plus il n'y a même pas d'incident puisqu'ils ne se touchent même pas, mais suite à cet incident, tout le monde va péter un câble, enfin les deux protagonistes vont totalement péter un câble. Et en fait, cette espèce d'embrouille qui peut tous nous arriver un jour où on est énervé, en fait, va avoir un impact hallucinant sur les vies de chacun des deux. Et donc la série, on va suivre comme ça un petit peu que va devenir leur vie en fait après ça. Alors, moi, j'avoue, quand je regarde la série, j'ai pas vu la série, mais en regardant les images, le pitch, etc., je me dis, mais comment est-ce qu'on va tenir 10 épisodes avec ça ? Je vous confirme qu'on tient très très bien, puisque la série obtient une excellente moyenne de 7,5. C'est en plus la série qui récolte le plus d'avis en ce moment. Donc c'est un peu la série... Le comédien me dit quelque chose, en fait. Oui, on pas dans une série. Si, mais je ne l'ai pas. Mais voilà, oui, on est d'accord. Déjà vu. On l'a déjà vu. En fait, il a une petite notoriété. Voilà, mais bon, pas de quoi normalement porter une série. Et voilà, et c'est marrant, c'est parce que là, on est vraiment dans l'exemple parfait du bouche à oreille qui va juste partir sans promo, sans rien,
d'un programme qui va vraiment trouver son public, qui est assez original, qui est très bien réalisé. Alors c'est marrant, c'est un peu dans la lignée des films comme Chute libre, je ne sais pas si ça vous parle, avec Michael Douglas ou Enragé avec... The Walking Dead, voilà, c'est ça. Oui, en fait, il a tout joué à dans fait, The Walking Dead. bravo, merci. Mais Heureusement que tu es là. merci Google surtout, parce que pendant que tu parlais, j'ai regardé, mais voilà. T'as bien fait. Mais bref, en gros, voilà, ça montre comment est-ce qu'on peut tous devenir des psychopathes. Le scénario est très bien écrit. Les acteurs sont là. Il y a une très belle réal avec en plus beaucoup de plans assez artistiques. Voilà, donc très belle série à tous les niveaux. 7,5. Vous pouvez y aller. Allez, acharné donc sur Netflix. Bien voilà, c'est ça aussi la richesse en fait de Netflix, c'est de découvrir des séries qu'on n'aurait jamais pu. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que parfois on ne sait pas pourquoi. Alors là, la qualité est au rendez-vous. Oui. Parfois, tu vois, un Squid Games ou une Casa de Papel, des séries-files un peu pointues peuvent trouver que c'est un peu facile. Là, en plus, on a réussi à convaincre tout le monde, quoi. Et avec de l'épaisseur, etc. Sur Prime Video, Salade grecque, oui. Série très attendue. Tout à fait, puisque donc on retrouve ce cher Cédric Clapiche qui va nous narrer la suite des protagonistes de l'auberge espagnole. Alors, pas tout à fait les protagonistes, puisque donc on retrouve toujours Xavier et Wendy, leurs potes, mais on va surtout suivre en fait les enfants de Xavier et Wendy, qui globalement ont une vingtaine d'années, qui habitent donc à Athènes, donc d'où le titre Salade grecque. Et en gros, ils ont hérité d'un immeuble de leur grand-père, donc ils font un petit peu leur vie là-bas. Et on a d'un côté Tom, donc le fils, qui est lui plutôt jeune start-upper, à fond dans le business, etc. Et de l'autre, Mila, donc sa sœur, qui est censée faire des études, mais en fait, qui en secret est une activiste très engagée politiquement, notamment en faveur des migrants, etc. Alors globalement, on les retrouve donc... est-ce que les enfants, on va dire, plaisent autant que leurs parents ? Eh bien, c'est plutôt oui, puisque la série obtient chez nous une moyenne de 6,6, ce qui est vraiment pas mal pour une série française. C'est d'autant mieux que on est quand même... Voilà, il y a déjà eu les 3 films avant, donc les gens les attendaient quand même un petit peu au tournant. Oui, bien sûr. Et non, ça fonctionne bien. On retrouve cette nostalgie propre à cette saga de l'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Je vais vous citer par exemple Live in Asia, qui nous dit que c'est frais, sympa, réjouissant et à la fois terriblement nostalgique. Voilà. Il n'y a pas de surprise, entre guillemets. On respecte bien les codes de la marque. Oui. Après, il y a quand même... fait le job, quoi. Ouais, voilà. Après, il y a quand même toujours des clichés. Bon, ça reste du Clapiche, on aime, on n'aime pas. Il y a quelques stéréotypes. Et donc, je vais aussi vous citer Flexiloop, qui nous dit en fait, c'est une série dérivée pour les plus de 40 ans nostalgiques de l'auberge espagnole qui ont oublié de grandir. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, bien sûr. Ces gens-là sont abonnés à Amazon Prime Video aussi. C'est ça, exactement. Du côté de chez Arte, qu'on évoque de temps en temps dans l'Ultra Haute Émission avec d'excellents programmes. Moi, je passe des week-ends entiers sur la VOD d'Arte. Il y a des docs exceptionnels, même en musique. Il y a des trucs fous. Ah oui, bien sûr. Non, mais vraiment, c'est dingue. Et je vous invite, en plus, c'est totalement gratuit. Voilà, on ne vous demande pas de vous loguer avec un compte, etc. C'est vraiment le service de SVOD de rêve, en fait, celui d'Arte. Et donc, tu as sélectionné... Et avec des créations, on en particulières qui ont du succès. Exactement, et puis qui sont originales, il y a une vraie écriture. Là, aujourd'hui, je vous parlais des gens bien. Ça s'appelle donc Des gens bien, où globalement, alors on va retrouver un scénario un petit peu à la Bruno Dumont. Vous savez, on voit des galeries de personnages un petit peu chelous, mais toujours assez attachants. Et globalement, ça se passe en France, à la frontière belge. Il y a un accident dans lequel un gendarme belge perd sa femme qui est brûlée dans l'accident, mais le couple était particulièrement endetté. Et donc, des soupçons en fait vont naître sur cet accident et même sur est-ce que la femme est vraiment morte. Et donc, on va suivre des policiers français. Voilà, je répète, toujours un peu chelou, avec des dialogues un petit peu marrants, un petit peu décalés, qui vont essayer de remonter la pente, avec en plus un guest. Alors, il a un petit rôle dedans, mais sincèrement, il est énorme. On retrouve François Damiens. Il n'arrive pas tout de suite. Non, mais qui a un petit rôle, mais en accidentologue, qui est franchement assez énorme. C'est du grand François Damiens. Et globalement, ça fonctionne très bien, avec 7 de moyenne. C'est original, c'est frais, c'est drôle, c'est toujours ce côté décalé, un petit peu marrant. Et la série marche bien d'ailleurs aussi en audience, elle ne marche pas que sur Sens Critique. Donc là aussi, pour voir c'est toujours intéressant de voir des créations françaises comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qui restent aussi hyper accessibles et très drôles. Petite particularité, tout est présent gratuitement sur arte.tv, mais c'est également diffusé en linéaire sur la chaîne. Mais alors pour le coup, les jeunes comme nous... Ne regarde pas la chaîne. On ne regarde pas la chaîne, on va directement piocher sur la plateforme. Ouais. Et c'est marrant pour l'anecdote, faire une petite parenthèse, nous on fait souvent Arte communique sur Sens Critique souvent pour promouvoir ces séries. Oui. Donc on est sur un public plutôt de moins de 40 ans.
on ne met en avant quasiment que arte.tv, on cite la diffusion linéaire, mais tout se fait sur arte.tv. Bah, c'est un peu Enfin, sur ce type de public. la en tout cas. tendance, la TNT qui, petit à petit, voilà, alors ne disparaît pas, parce qu'il y a encore plein de gens qui regardent la TNT. Bien sûr. Mais c'est vrai que, voilà, jusqu'à quand on aura encore une diffusion comme ça hertzienne. Autre série que vous avez sélectionnée qui buzz sur Sens Critique, il s'agit de The English. The English, tout à fait, une série produite à la base, enfin coproduite par la BBC, diffusée sur Canal en exclusivité. Alors pour ceux qui connaissent, elle a été réalisée, enfin créée, écrite par Hugo Blick, à qui on doit The Honorable Woman. Pour ceux qui connaissent, c'est une très très bonne série anglaise que je vous recommande chaudement, avec Maggie Gyllenhaal, et qui a vu son petit succès il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Bref, alors The English, là on passe dans le mode western, donc l'action se passe dans le Grand Ouest, où on va suivre Cornelia Locke, qui est interprétée par Emily Bunt, donc en plus très joli casting, qui arrive de son Angleterre natale pour venger la mort de son fils. Donc on est dans le western, dans les codes du western classique, en mode revenge. Elle va trouver un compagnon dans son combat assez original, Eli Whip, qui est un jeune Indien, qui lui aussi a des comptes à régler avec les mêmes personnes. Et sans spoiler, ils ont aussi des comptes à régler entre eux. Bref, chez nous, ça fonctionne aussi très très bien. C'est 7,5 de moyenne, Waouh! ce qui positionne la série comme une des très très bonnes séries de l'année. Alors c'est marrant parce qu'il y a un petit thème quand même sur les séries qui revisitent les westerns, notamment avec Yellowstone, dont la dernière saison, 1883, est sortie récemment avec Harrison Ford. Excellent, franchement. Et Moi, je suis un accro à cet univers de Taylor Sheridan, c'est fou. Mais je pense que tu aimeras beaucoup, Je pense que tu aimeras beaucoup The English parce que, en fait, les créateurs de séries se sont réappropriés les codes du western, donc toujours les thèmes de vengeance, etc., mais en modernisant complètement l'écriture. Et là, c'est ce qu'on voit beaucoup. Ce qui est le cas de Yellowstone aussi. Mais, et notamment dans The English, il y a un vrai enjeu féministe sur la place de la femme à cette époque. D'accord. Sans vous spoiler, globalement, on est mieux à cette époque qu'à l'époque quand même. Et ça traduit aussi derrière donc, un vrai discours féministe et aussi des personnages féminins qui sont très très forts en termes de caractère, même si elles ont un petit peu une vie difficile, on va dire. Bref, en plus une réalisation particulièrement bien léchée. Donc voilà, très très bonne série, très belle reco à découvrir sur Canal. Voilà, The English. Et pour terminer, l'un des blockbusters du moment de chez Netflix. The Night Agent, alors qui marche chez nous, mais pas foufou. Bon, alors c'est vrai que c'est quand même une série de Shaw Ryan, pour ceux qui connaissent, le créateur de The Shield, série culte des années 2000, qui a fait partie d'ailleurs de ces séries comme Les Sopranos, etc., qui ont relancé véritablement le genre des séries à la fin des années 90, au début des années 2000. Bref, cette fois, alors, je ne vais pas vous spoiler, la série n'a que 6,4. Pour un créateur comme ça, c'est une petite claque. C'est un peu décevant. Mais là, globalement, il nous emmène dans le monde de l'espionnage. On va suivre en vrai un scénario assez convenu. Globalement, Peter du FBI qui veut déjouer une conspiration en pourchassant notamment une taupe russe, mais qui est hyper maligne, qui est hyper forte. On est dans les classiques histoires de complot. Ça fonctionne, 6,4 c'est bien, mais par rapport au créateur, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux. On peut penser limite que c'est une commande et que peut-être il avait peut-être besoin d'un peu d'argent et en tout cas, on retrouve pas du tout le génie. Enfin, moi, je peux parler de génie vraiment pour The Shield, pour ceux qui l'ont vu. On en est quand même assez loin. Voilà, ça se regarde pour les gens qui aiment bien ce type de programme, ça se regarde. Quelles sont les prochaines grosses surprises là qui vont arriver très attendues dans le monde des séries? Je suppose que peut-être une colle là. Il y a des trucs forts là. Si, mais en plus je passe mes journées à faire ça. Là, chaque fois tu me prends de cours. Non, mais écoute, c'est pas grave, ça sera le suspense. Regardez, allez sur Sens Critique. Ouais, j'aurais pu te dire en 2 secondes. Si. Il y a The Idol, produit par HBO, qui devait sortir sur OCS, qui va finalement être diffusé sur Prime, en plus qui va être présenté à Cannes, donc ça va être un peu le bus de Cannes avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Série qui a l'air un peu étrange quand même. Hein. Ouais, attention, arty, mais auprès d'un public comme Sens Critique, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien. Et c'est marrant parce qu'au final, c'est relativement rare les séries. Il y en a 1 ou 2 par an qui sont présentées à Cannes. Ça fera un très très beau tapis rouge. Lily Rose Depp, The Weeknd, c'est très chic. Et surtout, c'est créé par le créateur de Euphoria, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est une série aussi qui était sur MyCanal. Qui était sur OCS. Sam Levy Sam Levinson. Sam Levinson. Merci. Voilà. Merci Laure. Moi, je voterais pour Bardot.
Ah bah oui, qui Bardot arrive aussi, ce mois-ci. Ouais, alors qui n'est pas très attendu, Non. par les utilisateurs Sens Critique. On est sur une série. Après, on va voir ce qu'elle va donner. Il arrive que sur Sens Critique remontent des séries de Oui, qui n'étaient pas... diffusées. Typiquement HPI, tu vois, c'était remonté chez nous. Hein. Ouais. Là, Bardot, faut voir pour l'instant. Pas... Après, c'est vrai que Bardot cristallise quand même beaucoup de choses, hein, et ça peut peut-être être une bonne surprise aussi. Bah, Faut surtout voir. qu'elle a dit que c'était de la merde. Hein, donc... Ouais. Comme beaucoup de choses. Ouais, c'est... Bah oui, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme- Mais l'accueil a été plutôt bon à Série Mania quand ils ont présenté Sur la les 2 série premiers Bardot. épisodes. Ouais. Ouais. Il paraît que la comédienne, Et dont est le assez nom m'échappe, bluffante. est excellente Ouais. aussi. Bah, c'est quasiment son premier rôle. Bon, ben voilà, pour les séries à ne pas rater pour ce mois. Vous restez avec nous. On accueille tout de suite notre invité, Bertrand Villegas. On va s'intéresser aux tendances des séries, des films, des programmes de flux. C'est un peu la vigie de ce qui est en train de se tramer. Vous allez voir, notre invité nous rejoint dans un instant et c'est passionnant. À tout de suite. Voilà, et pour terminer cette ultra haute émission, on accueille avec Guillaume et Pascal notre invité. Il s'agit de Bertrand Villegas. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de The WIT. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. C'est le World Information Tracking. Voilà, vous êtes un ancien journaliste et vous êtes un spécialiste des médias, un peu comme Pascal et Guillaume. D'ailleurs, je crois que vous vous connaissez. Hein. Alors, présentez-nous The WIT. Et puis après, on découvrira un petit peu ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui. Donc The WIT, c'est une société qui fournit de l'information, de l'inspiration pour les gens dans l'audiovisuel, dans le monde entier, qui veulent acheter des programmes ou en créer des nouveaux. Donc tous les jours, on publie une base de données énorme où les gens, les professionnels peuvent savoir les centaines de nouveaux programmes, les regarder, savoir ce qui fonctionne dans les genres fiction comme dans les genres non-fiction, dans tous les genres. D'accord, donc je suis abonné à The WIT. Le matin, je me connecte avec mon login et mon mot de passe. Alors, c'est du B2B, bien sûr. Tout à fait. Ça s'adresse pas aux particuliers. Qu'est-ce que je vais retrouver? Les programmes, les nouveaux programmes qui ont été diffusés la veille, les projets. Tout ça, ce que vous voulez. Donc vous pouvez savoir ce qui a été diffusé la veille, ce qui va être diffusé demain, ce qui va être diffusé dans un mois. Je peux les regarder, ces programmes? Alors tous ceux dont la vidéo est disponible, oui, ceux qui ont été diffusés. Il y a des trailers pour les projets qui sont disponibles. Donc voilà, et là tout de suite vous êtes pris dans le monde fantastique. Vous dites tiens ça fonctionne, ça me donne une idée, il faut acheter ça tout de suite, etc. Sachant que les réactions sont de plus en plus rapides. Les gens ont besoin d'être informés vraiment Bien sûr. très en amont. Surtout sur ce milieu maintenant, ce métier de la SVOD, enfin des producteurs et des créateurs de contenu. C'est vrai qu'il y a une surenchère aujourd'hui. Il faut trouver le bon programme au bon moment. Et donc, vous êtes un petit peu à la vigie du paysage Voilà, visuel mondial. C'est intéressant. Vous étiez d'ailleurs au MIP aussi, pour deux rendez-vous. Enfin, vous y êtes chaque année depuis pas mal de temps. c'est ça The WIT présente au MIP TV. Le MIP TV, c'est le marché international des programmes. Il y en a 2 dans l'année. Tous les professionnels qui se retrouvent Voilà, là. une dizaine de milliers de personnes vont là. Ce sont des gens du monde entier qui veulent acheter et vendre des programmes. Et ils se rendent compte. Donc c'est un marché, il y a la partie marché, puis il y a la partie information, conférence. Et dans cette partie information, conférence, notre société présente 2 conférences phares. C'est les conférences, il se trouve depuis de nombreuses années, ce qui prouve le besoin d'information des gens, où il y a le plus de spectateurs dans la salle du Palais des Festivals. Et donc là, Virginia Mousler, qui est notre cofondatrice, présente les nouveautés inspirantes dans le domaine du format, ce qu'on appelle le format, donc le flux, la non-fiction, et puis de la fiction et parfois d'autres genres, les enfants ou les pilotes, des choses différentes. C'est-à-dire qu'en vous écoutant et en suivant ce que vous faites, on va connaître les futures tendances dans le monde des séries, des programmes de flux, etc. Ce qui marche pas, quels sont voilà, à quoi ressemblera la télé du futur en quelque sorte. Voilà, normalement, si tout se passe bien, c'est comme ça. Sachant que la télé du futur, elle ressemble souvent à la télé d'hier, dans le sens où les tendances s'appuient sur les succès de la veille. C'est un perpétuel renouvellement, c'est ça quand même Surtout, c'est les tendances et les succès de la veille. C'est-à-dire, si vous avez, je prends un exemple dans le domaine du divertissement, il y a une émission dans Le Monde qui s'appelle Les Traîtres, qui est passée en France l'été dernier, qui a été c'est un jeu d'aventure pour faire simple, qui a eu beaucoup d'impact et qui est beaucoup vendu. Et donc, la tendance, c'est quoi? C'est de faire le nouveau Traître.
traître. Ou si The Voice, qu'on connaît bien, fonctionne, la tendance est de trouver le nouveau Voice. Oui, c'est quoi? C'est un peu un spin-off puisqu'on est dans les séries. Non, mais c'est un marché comme les autres. C'est-à-dire, vous faites une voiture qui fonctionne, votre concurrent veut faire la même voiture un peu améliorée. Un peu améliorée. Voilà. Donc c'est un marché. Hein. Bien sûr, c'est de la création, mais c'est surtout des gens. Ça a été le cas avec toutes les émissions de télécrochet finalement. Il y a eu plein de bien sûr. On va dire d'itérations, il y a la nouvelle cuisine, star, pop pareil, star, voilà. etc. Voilà. La cuisine, La enfin cuisine. voilà. Mais dans ce domaine, ça. dans ce domaine du télécrochet, c'est un peu fatigué. Il n'y a pas d'innovation réellement. The Voice, c'est le truc ultime. C'est le truc ultime parce qu'il n'y en a pas eu depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu quelque chose qui a fait plus fort. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on voit que la série, on a beaucoup parlé de séries depuis de nombreuses années, et ce qu'on a vu au MIP, c'est que les acheteurs, les producteurs trouvent que ça est devenu, et même les streamers trouvent que c'est devenu très très cher. Et que peut-être que la non-fiction, le flux va reprendre du poil de la bête. Parce que ça coûte moins cher. Parce que ça coûte moins cher. C'est quoi le rapport entre, on va dire, une bonne série, le coût de production d'une bonne série et alors là, je ne voudrais pas dire n'importe quoi comme chiffre, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis surtout, la prise de risque, vous faites une série, vous êtes au-delà du pilote, obligé d'en commander une dizaine d'épisodes. Vous faites votre pilote de télé-réalité qui coûte, je sais pas, disons, il peut coûter à partir de 300 000 €. Si ça se plante, c'est fini. Et puis on passe à autre chose. On a perdu perdu 300 000 €, voilà. Mais bon, voilà. Les grandes séries, on le sait, enfin, on ne va pas parler de ce qu'on a vu l'hiver dernier, par exemple, sur Amazon, mais une série aujourd'hui à portée mondiale, ça commence à 30 millions de dollars la saison et ça peut monter jusqu'à plus de 100 millions de dollars. Voire même plus avec les projets. Même plus, oui, avec les projets Seigneur des Anneaux à 400 millions. Mais, 400 millions, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, 1 milliard les 5 saisons, si je dis pas de c'est ça. bêtises, Donc on est dans des dimensions complètement différentes. D'ailleurs, j'ai cru lire qu'il y avait une tendance, là, on voit quelques images, que des émissions de piano étaient en train d'émerger. Des émissions de piano, tiens. Alors là, c'est typiquement de l'inspiration de la rue, c'est-à-dire qu'apparemment, si vous prenez le train ou des lieux publics, il y a des pianos dans des lieux publics. Donc il y a un producteur anglais qui s'est dit, tiens, il y a des pianos, des gens qui jouent, on va faire un concours de chant autour, un concours de talent autour de ça. Et une émission a été lancée en Angleterre qui a été un succès assez surprise, le piano, où des gens sont invités à jouer dans un lieu public, dans une gare en Angleterre, et ils ne savent pas que c'est un concours et qu'il y a derrière qui les regarde le chanteur Mika et un grand pianiste international qui les regarde et qui va les sélectionner pour les meilleurs pour un grand concert. Et du coup, pour vous montrer comment fonctionne le business, dès le lendemain, ou disons 3 semaines après, il y a une émission qui s'appelle The Pianist qui a été et qu'on nous a envoyé, nous, pour qu'on le présente le plus rapidement possible, par le concurrent. Là, c'était Fremantle, qui est une grosse société. C'est Banijay qui, 3 jours après, ou 1 mois après, s'est dit on va faire Le Pianiste. Et où là, c'est des célébrités qui vont apprendre à jouer le piano. Donc voilà, ça fonctionne comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. La tendance de demain, c'est le succès d'hier, et comme dans tous les business. Mais sur ce programme, c'est marrant parce que la tendance originelle est partie des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vidéos. Sur TikTok, on voit des jeunes qui savent à peu près jouer au piano et qui vont se filmer en train de jouer dans les lieux publics. Et on voit les attroupements tout autour. Ouais, alors soit c'est pour filmer les réactions des gens. Parfois, il y a des gens que ça énerve de voir les gens jouer au piano. C'est assez amusant. Ouais. Soit pour faire des pranks. Donc, ils font genre, ils savent pas jouer, puis en fait, derrière, ils jouent hyper bien, etc. Et il y a des dizaines, voire des centaines de millions de vues. Et c'est marrant de voir ensuite comment la télé, effectivement, s'en empare. Parce qu'effectivement, il y a eu d'abord les pianos dans les lieux publics, ensuite les vidéos virales en social. Et ensuite, on arrive au format télé. Donc, on peut imaginer que ce programme arrive un jour sur une chaîne nationale. Oui, il y a de très fortes chances. C'est quasiment sûr. Hein. C'est quasiment sûr. Oui, c'est pour une chaîne publique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait quelques chaînes de télévision qui pouvaient s'accaparer ce type de programme. Maintenant, en fait, c'est quasiment infini avec Amazon qui commence à produire du flux, Netflix aussi. Enfin, je veux dire, Alors, quand on prend le succès de LOL, on peut imaginer que ce programme... Il y a une petite cartouche là, pourtant. Il y a une petite polémique. La prochaine saison, elle va être compliquée. Oui, alors, par rapport à ce qui s'est passé Blanche Gardin, mais bon, après, ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a... Enfin, tout le monde ne pense pas comme Blanche Gardin. Voilà, ce qui est marrant, nous, on a vu comme phénomène, on appelle ça le P2P, en fait, c'est pas le peer-to-peer comme un, c'est plateforme to plateforme, c'est-à-dire que les streamers maintenant achètent des formats et les distribuent dans
dans toutes les versions locales de Le leur fait plateforme. Amazon avec LOL. Ah voilà, Amazon avec LOL, ils en ont 2-3 autres comme ça. Netflix a également quelques formats. Donc ça a changé le business de l'adaptation, ce qu'on appelle des formats de tous les pays. Avant, un diffuseur, un producteur voulait le vendre et cherchait à le vendre dans plein de pays différents. Mais maintenant, on peut faire un deal avec Amazon. Il y a une émission française qui est complètement assez improbable qui s'appelle Moundir et les aventuriers en France, à la télé-réalité. Et ben, vous rigolez, mais ce format, c'est devenu un format qu'Amazon a adapté dans 3 pays scandinaves. Donc voilà. Donc Amazon, ils vont chercher. Avec un casting local à chaque fois. Oui, Moundir, il ne parle pas ni le finlandais, ni le suédois, ni le Je vais faire une norvégien. blague, mais je vais m'arrêter là. Et après, au niveau série, est-ce que vous arrivez à avoir les tendances? Oui, alors, je ne sais pas, des tendances de format, de scénario, des tendances d'écriture, d'histoire, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors je dirais que c'est moins par définition c'est moins formaté, et là la création entre guillemets, l'auteur a plus la main que dans le format, c'est-à-dire que une fiction peut arriver de nulle part, elle s'appuie peut-être son succès sur des tendances qu'il y a dans la société. Je vais prendre un exemple d'une fiction qu'on a bien aimée, qui s'appelle, une série israélienne, qui s'appelle A Body That Works, qui est une série qui parle de comment on appelle ça, la gestation par autrui. C'est l'histoire en Israël, donc d'une femme parfaite, mais elle a une seule imperfection, c'est que son corps n'est pas parfait, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle fait énormément de tentatives, et ce couple va faire appel à une mère porteuse, et ça va devenir un drame, en fait, un triangle amoureux et un triangle psychologique. Même avec l'acteur il y a l'acteur surprise de Fauda, je ne sais pas si vous connaissez cette série, un homme d'action, c'est quand même le héros d'action, et là, il joue le rôle, c'est assez drôle, d'un auteur, il est réalisateur de films d'horreur, et il essaye d'écrire ses mémoires, donc c'est assez drôle. Et donc, il est impliqué dans l'histoire amoureuse avec cette femme qui cherche à avoir un corps parfait. Donc, ça, c'est une histoire qui, bien sûr, qui aurait pu arriver dans 10 ans ou il y a 10 ans. Voilà, la gestation par autrui, bien sûr, c'est un thème. Un sujet sensible. Pourquoi en Israël, pourquoi comme ça, etc. C'est intéressant. Mais son succès vient de ses qualités d'écriture. Et alors, si on veut formater vraiment les trucs qui marchent quand même, tu vas avoir une recette de business plus simple dans la fiction, c'est ce qu'on appelle le true crime, donc les faits divers. Ça, c'est vrai que le true crime, Netflix en est spécialiste là en ce moment. Oui, ils le font, mais ils l'ont fait ils sont fait remarquer originellement par le documentaire true crime. Là, c'est la fiction inspirée de vrais crimes, et c'est parce que c'est la politique de l'IP. Enfin, vous connaissez, je vous parlais d'IP tous les jours ici. Donc pour traduire pour les gens, la propriété intélectuelle, les licences, quoi, on va dire, voilà. Les marques, on va dire. C'est-à-dire le business, c'est aujourd'hui d'acheter de créer ou d'acheter une propriété intellectuelle, une marque, et à partir de cette marque, vous pouvez donc l'exploiter dans plein de pays. Et surtout, l'IP, la propriété intellectuelle, c'est elle par est exemple connue. fait entrer l'accusé pour notre groupe avec. Si l'on veut. Si l'on veut, c'est plutôt l'affaire Villemain qui va être adaptée par. Ah d'accord, donc là on est vraiment, c'est vraiment des histoires. Voilà, sur Netflix aussi. Voilà, par extension, l'IP, c'est quelque chose de connu. De nos jours, pour émerger, vu l'avalanche du programme, si vous avez quelque chose de connu, si vous parlez de l'affaire Villemain, je dis n'importe quoi, les gens, ça leur dit quelque chose. Ça, ce que tu dis, c'est une vraie tendance aujourd'hui. L'IP, c'est-à-dire que par rapport à il y a quelques années, on va dire si on se place jusqu'à il y a 5 ans, aujourd'hui, les plateformes cherchent tout de suite à ce que le programme soit identifié, soit parce que c'est une licence forte, soit, comme tu disais, ils connaissent le nom. Là, on parle de Dahmer ou de l'affaire Villemain, etc. Fournirait pareil. Ils prennent moins de risques, en fait, au final. Est-ce que c'est une tendance, d'ailleurs, que vous constatez? C'est-à-dire que c'est plus difficile aujourd'hui, en tout cas, les plateformes veulent moins sortir des programmes from scratch, qui sortent de nulle part. Alors, il faut quand même reconnaître que les plateformes, elles font quand même des programmes qui sont pas des IP, qui font Disney est très IP, mais sinon, il y a quand même des créations assez uniques qu'on ne trouverait pas ailleurs, que des chaînes linéaires n'auraient pas faites. Mais c'est le business de toutes les boîtes aujourd'hui. La règle, je pense, dans les écoles de management d'audiovisuel aujourd'hui, c'est vous créez quelque chose qui peut être une IP. Et donc, un fait divers, d'une certaine façon, c'est une IP parce que c'est une marque. Et puis sinon, l'autre IP, c'est des histoires qui existent déjà, donc des romans, des histoires. Voilà, l'intérêt d'acheter un roman ou un livre et de l'adapter, c'est que le bouquin, il est déjà développé. Avec Alan Coben, par exemple, qui vient une espèce de caution. Voilà. Mais qui n'est pas celui pourtant qui a le plus de succès, c'est ça qui est... Ou tout simplement le film multicésarisé La Nuit du 12, qui est en fait inspiré d'un livre qui reprenait des nouvelles de vrais faits divers retravaillés par un auteur, et en fait le producteur, le réalisateur achète l'IP, donc paye les droits à l'auteur pour pouvoir développer et peut-être même en faire une série demain, qui sait.
Et c'est pour ça, Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on constate, on a remarqué depuis pareil 2-3 ans, notamment chez Netflix, qu'ils ont tendance à cutter les séries beaucoup plus rapidement qu'avant. Et parce que justement, la première saison n'est pas devenue une IP. Au-delà même s'ils font des chiffres corrects, aujourd'hui ils cut, et en revanche ils vont C'est un peu une capitaliser. franchise en quelque sorte. Oui, ça. c'est ce qu'on Et appelait ils jadis une franchise. Et à l'inverse, quand on a une qui sort, type, je sais pas, Emily in Paris, par exemple, là par contre, ils Bien mettent un sûr. paquet Ils mettent un monstrueux paquet parce dessus, que, tant voilà. en prod, tant en com, Mais etc. on Et en a produits parlé le mois dérivés, dernier, je etc., crois. etc. On a dit que chez les spectateurs consommateurs, aujourd'hui, l'IP, la marque de la série ou du programme, devient plus importante que la marque de la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, Emily in Paris, en fait, à la fin, si on faisait un micro-trottoir, les gens pourraient citer la série, mais sans savoir où elle est diffusée. Parce qu'il y a une telle profusion de plateformes aussi, qu'en fait, on est attaché à la marque et au programme en tant que tel. Bertrand, j'avais 2 questions avant de vous libérer. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ChatGPT, qui est en train de bouleverser des secteurs entiers, même de la créativité. Hein. Il y a des scénaristes aujourd'hui qui se servent de ChatGPT pour créer des histoires, etc. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui dans votre observatoire ou pas ? Oui et non. Pour l'instant, c'est un gimmick, c'est rigolo. Tiens, je vais faire une émission avec une intelligence artificielle, comme ça, les gens vont parler de moi, etc. Oui, c'est plus dans l'air du temps. Voilà, pour mais s'accrocher. à terme, je ne crois pas que ça puisse tenir la route. Hein. D'une certaine façon, les séries de Netflix, elles sont déjà, on a l'impression déjà un petit peu, parfois qu'elles sont un peu créées par des... Pas toutes, hein, mais parfois c'est un peu... Elles répondent à des codes, on va dire. Voilà, automatique, elles sont pas un C'était peu... le cas d'House of Cards, je crois, hein, qui avait été dont en fait tous les ingrédients avaient été récupérés sur des tendances sur le web et on avait donné ça aux scénaristes qui avaient pris en fait toutes ces tendances. Mais il y a une bible sur Netflix pour les séries, pour je l'écriture crois, et le pitch chez Netflix. Il y a une bible qui est très précise et qui dit dans les 7 premières minutes tout ce qui doit se passer sur le premier épisode. Oui, tout est hyper marketé. Tout est cadré aujourd'hui. Hein. Ouais, ça va. Donc pas d'affolement, à mon avis. Je pense que l'auteur, moi, peut-être d'une autre école, mais en tout cas, je pense que l'auteur est roi et c'est l'auteur qui fait le succès et les gens adhèrent à des histoires authentiques. Deuxième question, en tant qu'observateur de ce paysage mondial, est-ce que des chaînes, on va dire, de flux traditionnels vont tenir le choc face à toutes ces plateformes de SVOD qui déversent des milliards dans les contenus? Est-ce que ça ne devient pas compliqué aujourd'hui pour des chaînes locales et traditionnelles? C'est certainement un autre business model, mais il y a un public pour ces chaînes. Et puis, les chaînes, dans quelques années, on dira plus que ce sont des chaînes, on dira que ce sont des plateformes, tout simplement. Ce sont des plateformes qui font peut-être de la diffusion linéaire, mais qui diffusent aussi en streaming. Donc, actuellement, c'est plutôt une question de cible. Les vieux, entre guillemets, regardent plus le linéaire, et les jeunes, vraiment, je divise le monde en 2 parties, et les jeunes sont plus sur le streaming. Mais on voit les chiffres, et les business models des chaînes linéaires, dans la plupart des pays, sont excellents, et il n'y a pas de... C'est pas du tout... Surtout que ça, avec le replay, aujourd'hui, ça converge en plus. Voilà, c'est ça. Donc tous ces géants des plateformes ne vont pas absorber et... Non, moi j'ai plutôt la sensation qu'ils sont arrivés un peu au plafond actuellement. Et voilà, même en termes, on voit bien qu'économiquement, ils font un petit peu des économies, justement. Et puis, non, le linéaire, c'est une autre fonction. Il y a des terrains que n'investissent pas les plateformes, pour l'instant. Mais voilà, on a besoin d'une antenne râteau, c'est ça. Le linéaire, c'est souvent du live, en fait. Et on voit que de plus en plus, ces plateformes s'y intéressent. Hein. Oui. Amazon, oui. On parle aussi d'un Netflix qui pourrait se lancer sur le live. Oui, mais les deux convergent. Voilà. Si tu prends l'exemple aujourd'hui des séries TF1, je sais pas, du lundi soir ou du mardi soir, c'est 20%, c'est diffusé en linéaire le lundi soir, mais c'est entre 10 et 20% qui sont faits en replay quand même, ce qui est quand même énorme. Donc il y a une convergence, replay délinéarisé, replay ou linéaire. Au final, tout le monde converge et à la fin, tu auras des marques médias. Aujourd'hui, TF1 est une marque, comme Netflix est une marque au final. Ouais. Faut se dire, comment ça se passe aujourd'hui quand vous achetez une télé une télé moderne, vous appuyez, de toute façon, vous avez des apps finalement. Et dedans, vous avez l'app de TF1, l'app de BFM, l'app de Netflix, etc. C'est ce qu'avait dit... C'est comme ça que c'est juste une manière, au lieu d'appuyer le bouton 1, 2, 3, 4, vous appuyez sur l'app et puis les gens, et dans leur cerveau, ça sera adapté. On parle plus de TNT là. Non, mais non. Tim Cook l'avait dit en 2015, il avait dit le futur de la télévision sont les applications. Et on le voit bien aujourd'hui, quand on se connecte à son téléviseur, en fait, on choisit une app. On va même plus sur le râteau, même sur la TNT. C'est propre à la France, mais...
Oui, mais La France, justement, Ah, des est box. très en retard sur Oui, les il y a les box, téléconnectés. Oui, télécom. bien Parce sûr, qu'il y a les box opérateurs. qui... Mais aujourd'hui, on peut se connecter à MyTF1 sans passer par la chaîne. Et là, on tombe sur tout l'univers direct et replay. Merci beaucoup Merci Bertrand, beaucoup. c'était un vrai plaisir que de vous écouter. Moi aussi, C'est merci. passionnant tout ça. Et même si vous vous adressez à un public de professionnels, c'est toujours intéressant, même pour nos particuliers, de découvrir ce que vous faites. Bertrand Villegas, donc cofondateur de The Wit, et c'est avec notre invité que se termine cette ultra haute émission. Merci à Pascal Le Chevalier, merci à Guillaume, Sens Critique bien évidemment, et on se retrouve le mois prochain pour votre rendez-vous dédié aux plus belles images et aux plus beaux sons. À très vite et merci de nous suivre sur la chaîne Tech & Co.